Vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère. Ils traquent nos petites manies et donnent leur point de vue sur les débats qui nous animent. Avec nous ce soir, Robbie Nark, British journalist based here in Paris. Juan José Dorado, periodista español, corresponsal en París. Joël Meskens, le soir de Bruxelles. Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. bonsoir. Thor Keller, Europa-korrespondent for Avisen Information. Vous remarquerez, c'est beaucoup plus facile de dire bonsoir que de dire autre chose. Merci en tout cas à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, cette crise à l'hôpital. On verra si les soignants français sont vraiment moins bien payés que les autres. Dans Ils refont la France également, la tyrannie des sondages. Faut-il ou pas les publier? On parlera aussi orthographe et Halloween. Vous nous direz si les Français sont les seuls à bouder cette fête. Et puis comme chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France. Cette semaine, des corbillards écolo. Cette saison, je vois que vous faites de drôles de têtes. Voilà pour le programme. Ils refont la France, épisode 10, c'est parti. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et d'abord donc cette crise à l'hôpital. La cifra de la semana. Le chiffre de la semaine. Notre chiffre cette semaine, c'est donc 20 comme 20% de lits fermés à l'hôpital, 1 sur 5 faute de soignants. Manque d'infirmiers, notamment. Les syndicats avancent 2 raisons, les conditions de travail et des salaires trop bas. Écoutez, Thierry Amoureau, c'est le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers. On supprime des lits, on supprime des postes. La charge de travail ne fait qu'augmenter. Les conditions de travail des soignants ne font que se dégrader. Vous avez 30% des jeunes diplômés qui abandonnent le métier dans les 5 ans qui suivent le diplôme parce qu'ils sentent qu'ils ne tiendront pas 42 ans à ce rythme. 30% des jeunes diplômés qui abandonnent avant 5 ans dans l'exercice de ces fonctions d'infirmier. Alors si on prend les chiffres de l'OCDE, le salaire moyen d'un infirmier en France, c'est 2070 €. On est à 2383 € en Allemagne et 2600 en Espagne. Alors c'est toujours difficile de comparer, Juan José, mais chez vous, un infirmier gagne 29% de plus que le salaire moyen. Et chez nous, ici en France, il est 6% en dessous du salaire moyen. Comment ça se fait que les infirmiers espagnols soient si bien payés ? C'est une question qu'on se pose, nous, souvent aussi. Non, mais c'est une réalité. La situation française et espagnole est plus ou moins comparable, mais c'est vrai qu'un infirmier ou une infirmière espagnole, tout en début de carrière, est déjà pratiquement à 2000 €. Et là, vous avez donné une moyenne. Mais nous ça commence à 1500 € à peu près. Voilà, donc nous, à peu près 45% des infirmiers se trouvent autour des 2000 €. Donc vous voyez, effectivement, l'augmentation est quand même assez importante. Déjà, parce que il y a quelque chose de très particulier, c'est que le système sanitaire espagnol n'est pas centralisé par le ministère de la Santé. Ce sont les gouvernements régionaux qui gèrent la santé, qui gèrent les hôpitaux publics et qui donc établissent les salaires des infirmiers, des médecins et du personnel de façon générale. Donc ça aide aussi à augmenter. Ça peut faire une concurrence entre régions. Il y a une petite concurrence. Vous pouvez passer de la Catalogne à Valence parce que vous gagnez un peu plus, ou de Valence à Madrid parce que vous gagnez un peu plus. Et puis c'est vrai que les conditions de travail, elles sont aussi dures en France qu'en Espagne. Les salaires sont plus importants, mais après par contre il y a une reconnaissance importante des Espagnols par rapport au métier d'infirmier ou infirmière. Et ça compte aussi. Vous l'avez dit, ça, au bout des 5 ans, 30% des infirmiers français quittent la profession. C'est très rare que ça se passe du côté espagnol. D'ailleurs, vous savez, nous, on exporte des infirmiers à l'étranger. En Belgique, Joël, les infirmiers aussi gagnent plus. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui viennent en Belgique, c'est ça ? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'infirmiers sur la zone transfrontalière qui vont carrément travailler en Belgique, à la fois parce qu'ils sont mieux payés et aussi parce qu'ils ont une charge de travail qui est moins importante. Si vous voulez, ils ont un nombre de patients qui est bien moins important que dans le nord de la France. Et du coup, ça crée même une pénurie dans les hôpitaux du nord de la France parce
parce que les infirmiers se déplacent en Belgique. Donc là, il y a un vrai problème. Et c'est pas que la Belgique, d'ailleurs, qui est concernée aussi. Il y a un exode des infirmiers français vers le Luxembourg, vers la Suisse, etc. Donc les gens partent, c'est assez dramatique. À tel point que, par exemple, vous me disiez, dans certaines écoles d'infirmières ou de médecine, parce que ça se joue aussi avant même de rentrer sur le marché du travail, on fait des quotas. Exactement, aussi, effectivement, dans les études. En fait, les professions médicales et paramédicales en Belgique sont vraiment envahies, on va dire, par les étudiants français, à tel point qu'il a fallu mettre des quotas, parce qu'il y avait trop d'étudiants français dans ces filières en Belgique. Alors, Thor, au Danemark, les infirmiers aussi sont bien mieux payés qu'en France. Je voyais 3 300 € net par mois en début de carrière. Alors, c'est toujours pareil, il faut bien préciser que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, c'est compliqué de comparer. Mais vous aussi, vous avez du mal à recruter, et vous aussi, vous avez dû fermer des lits au Danemark. On a fermé à Copenhague 4% de nos lits en raison de manque de personnel. Oui, donc c'est les questions la question de recrutement est aussi un problème pour nous. Et la différence entre nous et la France, la Belgique et l'Espagne, c'est que on ne peut pas trouver des gens dans des autres pays qui parlent notre langue. Donc, ça fait on ne s'improvise pas à parler danois comme ça. C'est un peu difficile. Les gens disent qu'apprendre les danois, c'est quand même c'est pas facile. Donc on a aussi ces sortes de problèmes de recrutement. Et les Danois, les soignants danois ont fait cet été une grève pour faire augmenter leur salaire. Donc même si en comparaison avec la France, les salaires sont pas mal, le coût de vie, c'est quand même cher d'habiter au Danemark. Roby, dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne notamment? Oui, en Grande-Bretagne, c'est un petit peu comme en Espagne, parce que nous avons le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord et puis l'Angleterre. Donc toutes ces régions-là, ça dépend où on vit. On va toujours payer plus cher. Si on est à Londres, le coût de la vie, c'est 2 fois plus qu'au Pays de Galles, par exemple. Je crois que la situation, c'est un peu la même chose pour entrer comme infirmière. Je crois que le salaire moyen, c'est à peu près 1 500 €, mais après, on peut grimper très vite. Donc, je crois que le moyen, après 7 ans, ça revient à 3 000 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. Juan José. Moi, j'aurais quand même un petit conseil à donner à nos amis danois. Faites comme les Anglais et les Français, allez chercher des infirmières du côté espagnol. Vous savez que nous, on envoie beaucoup d'infirmières à l'étranger. Ça a été le cas pour la France, ça a été le cas pour l'Angleterre, quand ils étaient en pénurie. Des milliers d'infirmières espagnoles sont allées en Angleterre. Donc, allez chercher en Espagne, et elles apprennent très vite le danois. Voilà le conseil du jour signé Juan José. Alors on dit souvent, en tout cas les Français régulièrement se félicitent d'avoir l'un des meilleurs systèmes de soins au monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous nous enviez, Joël? Non. Moi, les Belges nous envient pas. Non. Alors ça fait Je suis très contente que vous me posiez cette question, parce que j'entends ça depuis des années, depuis que je vis en France. Et c'est vraiment une question qui m'horripile, parce que je n'ai jamais trouvé que la France avait le meilleur système de santé au monde. En tout cas, pour la petite comparaison que je peux faire avec le système belge. C'est très très différent en Belgique. Il ne se passe pas autant d'heures avant que vous soyez prise en charge aux urgences. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Fracture, qui est de Catherine Corsini, qui est sorti récemment, et qui justement parle de ce système hospitalier, et qui est très juste de ce point de vue. Des heures à passer aux urgences, c'est invraisemblable. On ne peut pas se prétendre le meilleur système de santé au monde quand on a un système comme ça, ou quand on attend des mois et des mois, je crois 6 mois d'attente pour avoir un dermatologue, pour une femme avoir un gynécologue. Vous entendez dire, il y a des départements entiers où il n'y a plus de gynécologue privé. Il n'y a plus de gynécologue, où on vous dit qu'on ne prend plus de patientes en gynécologie, qu'il faut passer par un généraliste pour avoir une consultation en gynécologie. C'est juste aberrant qu'on puisse dire que c'est le meilleur système de santé au monde. Juan José. Alors nous avons les mêmes problèmes qu'en France par rapport effectivement au temps qu'on doit passer. C'est vous aussi, on attend aux urgences. On attend beaucoup aux urgences. C'est vrai que pour avoir des rendez-vous sur l'hôpital public, on peut attendre des mois. Ça, c'est une réalité, mais en même temps, on a développé en Espagne beaucoup le système privé. Donc, vous avez le système des santé publique et puis un système privé qui vous permet d'avoir. Oui, mais pas beaucoup. Ce qui est une grosse différence peut-être par rapport à la France. Il y a le système des mutuelles, donc ça passe assez vite. Par contre, ce que nous avons fait, et qu'en France ça n'existait pas, c'est qu'on a rapproché très près de la population les médecins et les infirmières. Dans tous les quartiers, vous avez un centre de santé où vous pouvez aller, effectivement, avoir un rendez-vous avec un médecin et une infirmière, et où vous ne payez pas. C'est pas la comme médecine en France. de proximité gratuite entièrement. Elle est gratuite, ce qui n'est pas le cas effectivement en France.
au-delà de meilleurs systèmes de soins au monde, on dit toujours, en France, oui, mais on est entièrement pris en charge, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Un cancer qui coûte une fortune à soigner, c'est totalement pris en charge. C'est le cas aussi dans vos pays, Roby? Oui, absolument. Le NHS, qui marche très bien, mais après, il faut pas avoir une opération en train d'attendre une opération parce qu'on peut attendre 6 mois. Ah non, c'est un peu compliqué, mais oui, on adore ça. Boris Johnson, il voulait casser ça pour faire un petit peu à l'américaine. On ne veut pas ça. Au Danemark, on paye? Au Danemark, on paye rien du tout. Notre système des impôts est complètement différent que la France. On ne paye pas les cotisations, on ne paye pas non plus quand on va chez le médecin. Donc tout est pris en charge. Par contre, on paye beaucoup en impôts. C'est ça la différence. Il faut payer à la fin. Oui, c'est ça. Il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Ça, c'est la règle et ça vaut partout. Petite pause, on va parler des sondages dans un instant. Les publier ou pas? Telle est la question. À tout de suite sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Mais Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Deuxième partie d'Ils refont la France et avec nous ce soir toujours Joël Mesquins, Juan José Dorado, Robinoc et Torkeller. On part donc sondage. La polémique de la semaine. Les sondages et les enquêtes sérieuses permettent, c'est vrai, de comprendre les évolutions de la société française. Mais les sondages sur les intentions de vote, répétés du matin au soir, plusieurs fois par jour, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous semble-t-il nous détournent de l'essentiel. Cet homme, c'est François-Xavier Lefranc, l'un des patrons d'Ouest France, le quotidien, qui a décidé cette semaine de renoncer à publier des sondages jusqu'au premier tour de la présidentielle. Coup de com' ou pas, Joël, vous dites bravo? Bravo dans un certain sens. Faut peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais en tout cas les sondages, oui, il y en a trop, c'est évident. Les sondages dans la course des petits chevaux, chaque semaine, on teste chacun des candidats et même des non-candidats à la présidentielle, c'est proprement aberrant. D'abord, ça coûte une fortune aussi. Les journaux ont peut-être mieux à faire avec leur budget que de commander des sondages, peut-être aller faire du reportage, comme l'a formidablement fait Le Monde récemment, sans reportage, sans reporter, sans photographe. Là, ça donne une indication de ce qu'est la France, des fragments de France. Ça, c'est très très bien. Ça donne aussi aux politiques un retour du pays. Donc là, on apprend des choses. Par contre, tester toutes les semaines les gens, ça ne sert strictement à rien. Je ne dis pas par contre qu'il faut totalement en finir avec les sondages. Ils sont une indication. Qu'on sache aujourd'hui les intentions de vote à un moment donné, c'est important. On ne peut pas dire par exemple que le phénomène Zemmour, c'est simplement une bulle qui correspond à rien. Non, on voit à quoi ça correspond. Maintenant, c'est pas nécessaire de le tester toutes les semaines. Et d'autre part aussi, avant l'élection, peut-être juste avant l'élection, il est intéressant d'avoir des sondages parce que ça aiguille. Juste avant, c'est-à-dire la veille du vote, par exemple? Non, je veux dire, enfin, dans les jours qui précèdent le vote, parce que ça donne aussi une indication aux électeurs avant d'aller voter. Mais là, ça risque de les influencer. Ça risque de les influencer, certes, mais aussi, on n'aurait peut-être pas eu en 2002 ce qu'on a vécu avec l'accession au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen, si une partie de la gauche avait su que l'élection s'annonçait ric-rac pour Lionel Jospin. Juan José, les Français abusent des sondages? Vous abusez des sondages, vous êtes effectivement les premiers au monde, certainement au niveau des sondages. Alors faites parce qu'on a de bons instituts aussi, non? C'est ça, il y a oui, un mais paquet d'instituts français. Vous savez, les principaux instituts qui sont installés en France et qui savent très bien vendre les sondages et les médias qui les achètent très bien aussi. Mais faites comme nous on a peut-être moins d'études des sondages, mais nous avons un institut public, l'Institut d'études sociologiques, qui appartient au gouvernement, à l'État, et qui, de façon systématique, tous les mois, fait donc un sondage sur intention de vote et qui est à disposition de tous les médias. Donc vous n'avez pas à les payer. Il n'y a pas de concurrence du coup. Et voilà, ils sont plus ou moins... tout le monde, tous les partis politiques se mettent plus ou moins d'accord pour que les questions soient toujours les mêmes, de façon qu'il n'y ait pas des choses bizarres dans la façon de questionner à chaque fois les votants. Et ça permet à tout le monde, effectivement, d'avoir une idée de ce qui se passe, mais en même temps, on ne peut pas dépenser de l'argent et pas nous embêter tous à lire 3 fois par semaine le même sondage. Vous me disiez, les Français, vous êtes pour les sondages que les bookmakers sont chez les Britanniques. Oui. Chez les Britanniques, on fait des sondages chez les Britanniques. Mais oui, bien sûr. Je crois qu'en 2015, il en avait 92 avec les 6 semaines avant l'élection de David Cameron. Oui, c'était, il en avait 92. 92, mais c'est ridicule. Je trouve que là, on est en
train de mélanger les cerveaux de tout le monde. Voilà. En plus, il en avait des erreurs aussi. Il en avait des problèmes. C'était Mais vous vraiment croyez mal vraiment que fait, ça influence les gens? Bah oui, mais je crois que voilà, tout le monde regarde parce qu'après c'est le média qui reprend. Donc après c'est une façon que le média il publie toutes les choses, tous les détails, toutes les informations. Et je crois que c'est à ce moment-là, voilà, que si un journal ou une télévision fait partie d'une certaine partie politique, bah après voilà, c'est les paroles de cette voilà cette partie politique. Ce qui est dommage, c'est en fait que les sondages se rapportent toujours aux candidats. On teste les gens. Ça tient aussi au système politique français qui est très personnalisé. On a quand même une monarchie républicaine avec des figures très incarnées de président de la République, etc. Par contre, ce qu'on fait peu et qu'on devrait peut-être faire davantage, c'est les sondages. Enfin, ils existent, mais on les publie moins. C'est les sondages qualitatifs qui, eux, donnent sur les vraiment attentes des Français, le baromètre RTL, par exemple, tous les mois, et qui sont on parfois mesure très en décalage par rapport à ce qu'on peut imaginer. Thor, au Danemark, il y a des sondages. Oui, tout à fait, on a des sondages aussi. Et nous, on en abuse ici en France? Je pense que le problème en France, c'est pas le fait qu'il y a beaucoup de sondages. Le problème, c'est que la façon dans laquelle le média français les présente. Oui. Qu'est-ce qu'on fait mal? Vous ne faites pas assez marquer le marge d'erreur qui existe dans les sondages. Par contre, l'autre jour, j'ai vu un sondage disant Zemmour va augmenter 1 point, Macron a perdu 2 points. Et si on regarde dans le vrai sondage publié par l'Institut, c'est clair que c'est pas. Tu peux pas dire ça avec ça. Parce qu'il y a 2-3 points de marge d'erreur et donc voilà, en fait donc je pense ça que annule. Le problème c'est que dans la journalistique française il y a de la paresse et les journalistes français sont paresseux. Oh là là, vous n'allez pas faire que des copains là-dedans quand même. Je ne parle pas de votre excellente radio ici. Mais pour moi c'est un plus point clair. Plus paresseux que les autres. Il faut donner le détail, il faut expliquer ce qu'est un sondage aux gens quand on le présente, parce que sinon on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et oui, je suis d'accord que ça influence le débat politique, parce que si on dit que Zemmour il est en train d'osser, il est en train de gagner beaucoup de points, et en fait c'est pas vrai, mais ça va carrément ça va influencer le débat. Bon, les journalistes français plus paresseux que les autres? Enfin, non, pas plus paresseux, je dirais pas ça. Mais je suis d'accord avec Joël, c'est le système électoral qui est très personnaliste, fait effectivement qu'on donne de l'importance au sondage, et ça influence. Et je suis d'accord avec elle aussi, si on avait eu les sondages, ils avaient été mieux expliqués, on aurait eu une influence sur le vote utile. Peut-être qu'effectivement, on aurait voté utile, et on n'aurait pas eu Jean-Marie Le Pen. Peut-être qu'aujourd'hui, le vote utile irait vers l'un ou l'autre des candidats d'extrême droite. Mais ce qui est dangereux dans tout ça, c'est de voir l'extrême droite à 35%. Mais il y a juste une chose, avec Ouest France qui a décidé de ne pas publier les sondages, on peut toujours passer à l'étranger et publier à l'étranger. Donc tu reviens. Ce qui se passe d'ailleurs pendant tu reviens, on peut avoir l'accès à tout de toute façon. Donc voilà, ça ne sert pas grand-chose maintenant dans cette ère-là. Allez, on marque une toute petite pause. Dans un instant, on va parler orthographe et Halloween. Quel rapport? Vous verrez ça dans un instant. À tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Amandine Bégaud, good evening. Ils refont la France sur RTL. Troisième partie d'Ils refont la France, et avec nous ce soir toujours Joël Mesquins, Juan José Dorado, Robin Hoc et Thor Keller. C'est donc l'heure de la dictée. La parola, le mot de la settimana. de la semaine. Alors on aurait pu dire les mots MAUX de la semaine. 76% des employeurs, plus de 3 sur 4 estiment que leurs salariés ont des lacunes en orthographe, sont fâchés. Est-ce que vous trouvez autour de la table que les Français font des fautes d'orthographe? Oui. Juan José? Sans aucun doute. Et c'est un étranger qui vous le dit. Mais c'est dur le français quand même. C'est-à-dire, quand j'étais étudiant en France, j'étais dans un lycée espagnol à Paris. Ma prof de français nous disait, qui était âgée, nous disait, quand j'étais étudiante à Paris, les étudiants commettaient très peu de fautes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on reçoit des CV à la rédaction, quand on voit des candidatures, et tu les lis, et c'est quand même des étudiants qui sont en journalisme. Tu te dis, mais ils devraient arrêter le journalisme, parce qu'il y a plein de fautes. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un qui travaille dans une grosse banque française m'expliquait qu'il commettait des fautes d'orthographe. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Écrire en anglais. Et en fait, il y a moins de fautes. Il y a moins de fautes, et s'il y a des fautes, c'est
mieux permis que si c'est des fautes en français. Donc, avec ses collaborateurs, il envoie une feinte. des mails en anglais. Mais Joël, on pourrait dire le français, c'est quand même super difficile. Plus difficile que plein d'autres langues. Oui, certes, mais enfin, bon, les Belges font moins de fautes. Je vais essayer de ne pas avoir l'air de faire la leçon, mais non, parce qu'il peut m'arriver peut-être un jour de faire une coquille aussi. On m'épargnera pas, mais non, moi je suis sidérée aussi de l'orthographe en France, du niveau d'orthographe en France qui je trouvais catastrophique, et y compris, comme tu disais, y compris venant de gens qui sont hyper diplômés en fait. C'est ça qui est hallucinant. Mais moi, je suis frappée aussi du système scolaire français, où au lycée, par exemple, vous êtes en classe de terminale et vous n'avez plus de français en fonction de la filière que vous avez choisie. Si vous voulez devenir ingénieur, etc., on vous propose plutôt en terminale des cours de philosophie. Bon, certes, c'est bien la philo. J'ai rien contre la philo, au contraire, c'est très chouette. Mais l'orthographe, c'est un b.a.-ba, quoi. C'est quelque chose d'élémentaire, même quand on fait un métier d'ingénieur, même quand on fait un métier qui n'a rien à voir avec les lettres. C'est vraiment un incontournable. Et moi, je suis frappée, alors c'est une anecdote, mais je suis frappée par une faute que les Français commettent à tout bout de champ, y compris dans tous les milieux. Alors attention. C'est le futur antérieur. Le futur antérieur et le conditionnel, la confusion entre le futur. J'adresse ici un appel solennel à tous les profs en France. S'il vous plaît. Mais attendez, le futur antérieur, on l'utilise pas tous les jours non plus. Mais bien sûr, je viendrai à votre émission la prochaine fois, Amandine, avec plaisir. Oui. C'est un futur antérieur. Je vous assure que je viendrai avec plaisir. Maintenant, si... Et vous l'écrivez donc ? Je l'écris à I. Parce que c'est un futur antérieur. Mais voilà. Si je peux, je viendrai. Alors, si vous me dites, en fonction de la condition que vous me posez, je viendrai. Voilà, à IS. Thor, on fait des fautes, les Français ? J'ai un peu peur pour cette conversation, parce que je suis relativement sûr que je vais faire des fautes. Donc, vous n'êtes pas seul, tout, ne vous inquiétez pas. Ils font des fautes, les Français ? Oui, mais les Danois, ils font des fautes aussi. Je pense que ça fait partie d'un changement de notre société. C'est le téléphone, non ? Téléphone, Internet. C'est quelque chose qui est devenu moins important pour nous. Est-ce qu'il y a une petite faute ? Oui, mais ça va, on peut vivre avec ça. Je pense que oui, ça c'est une explication de ce développement. Roby, on disait qu'en anglais c'est moins difficile de faire des fautes ou non ? Ouais, mais je crois que la langue anglaise, il a une particularité, c'est que c'est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin de partir avec toutes les actions, le vous et le tout le reste. Donc c'est assez facile de vraiment encapsuler et comprendre comment il faut faire l'anglais. Mais c'est vrai que moi j'ai rencontré les gens qui ont fait les fautes en français aussi, les Français, et c'est un peu choquant, mais c'est un peu la même chose. Mais alors ça veut dire que ça vous choque, vous étrangers, vous les voyez ces fautes ? Si on voit les fautes, oui, parce sinon que on les voit. Peut-être c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que c'est déjà une langue complètement différente. C'est pas latin, donc on est dans la même chose, on est dans le même bateau. En fait, voilà, c'est une langue à part. Les langues latines, c'est complètement différent, donc il faut recommencer à zéro. Donc c'est plus compliqué. Mais si on voit, on le chope et on dit oui, c'est pas bien ça. Par contre, si on peut tempérer, parce que ce qu'on a l'air de dire, c'est une charge un peu implacable, mais à l'inverse, que les Français parlent bien. Voilà. Mais que les Français parlent bien. Quand même, voilà, oui. L'expression orale, en revanche, et là, vous allez prendre n'importe quel Français, vous allez faire un micro-trottoir dans la rue avec un Français, c'est formidable ce qu'il dit. Par contre, vous allez prendre en Belgique ou ailleurs quelqu'un d'autre, mais ça, même s'il dit quelque chose d'intelligent, ce ne sera jamais aussi bien dit. Oui. Et alors ça, c'est dû à quoi ? Vous travaillez l'oratoire depuis tout petit. La et poésie vous avez qu'on apprend à arrêté de l'école, travailler tout ça. l'orthographe. C'est la réalité, ce que disait Joël. En fait, vous ne l'enseignez plus comme il faut. Et il faut prendre les cours avec les profs québécoises. Voilà, c'est ça. la langue française a son beauté avec les Québécois qui parlent. Nous faut un Canadien ici. Voilà, on va l'inviter. On lance un appel aux Canadiens. Autre mot de la semaine, c'est Halloween. Roby, vous êtes l'un des pays qui fête Halloween. J'ai attendu ça, bien sûr, Amandine. C'est une tradition. Oui, mais tout ce qui est américain, ça passe directement chez nous avant que ça passe ailleurs, bien sûr, en Grande-Bretagne. Donc oui, on fête Halloween. Juan José, on ne fête pas Halloween chez vous ? On commence à le fêter depuis quelques années, mais c'est pas vraiment notre culture. Pour nous, Halloween, le jour, le 1er novembre notamment, c'est le recueil et le souvenir des personnes décédées, de la famille. Et puis, on va pas faire la fête le soir, on va au cimetière le matin.
voir nos parents disparus. 2 Français sur 10 seulement qui envisagent de fêter Halloween cette année. Halloween, on le rappelle, c'est dimanche soir, Joël. Ils ont raison de bouder Halloween, les Français ? C'est vrai qu'on est en dans Belgique en Belgique, c'est à peu près pareil. Hein. Oui. C'est vraiment une fête qui est importée, qui a commencé à démarrer il y a quelques années, etc. Donc c'est vraiment comparable. Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une fête qui est très différente en fonction des zones géographiques en fait, où l'on réside. C'est vrai que quand on vit dans une grande ville comme Paris, Halloween, on voit dans une boulangerie des petites marionnettes, des citrouilles, des choses comme ça. Ça se résume généralement à ça. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça a dans les petits villages, dans les zones pavillonnaires, dans les hameaux. Moi, j'ai habité pendant plusieurs années dans un hameau, mais je peux vous dire que c'était vraiment un moment de lien social, la fête d'Halloween, où vous aviez tous les enfants du village qui venaient sonner à toutes les maisons, parfois avec un parent, etc. Et que c'était vraiment l'occasion, effectivement, de frayer avec ses voisins. C'était quelque chose de très convivial. Thor, au Danemark, on fête Halloween. Et alors, vous m'avez fait découvrir, vous avez une deuxième fête qui concurrence un peu Halloween, qui ressemble, mais c'est à Pâques. Oui, c'est l'Halloween original. Il s'appelle Fastelavn. Oui. Fastelavn. Et en fait, ça veut dire c'est le lendemain de le jeûne. Donc, depuis très très longtemps, les enfants se déguisent ces jours-là. Et en fait, il y a un, comment on dit ça, tonneau. Un tonneau, ouais. Un tonneau en bois. Et on tape dessus. Et les enfants tapent dessus jusqu'au point qu'il casse et il y a le bonbon qui sort. Donc ça, c'est plus original chez nous que l'Halloween. Mais maintenant, les enfants danois, ils sont sages, donc ils ont pris le Halloween et le Fastelavn, donc 2 fois de bonbons. Justement, et vous savez quel est le pays au monde où l'on mange le plus de bonbons ? Alors, c'est pas le Danemark, c'est la Suède, mais vous êtes juste derrière. La Suède, 7,7 kg. 7,7 kg de bonbons par an et par habitant. Le Danemark est à 6,2 kg. Ensuite, on a l'Allemagne quand même bien plus bas à 5,58 kg. Qu'est-ce que j'ai ? Royaume-Uni, 4,6 kg. La France, 3,3 kg. La Belgique, vous êtes à 3,8 kg. Ouais, mais il fait froid. Il fait froid, c'est les pays nordiques. Il fait froid, on est dans le noir. C'est pas une bonne excuse, tu vois. Et le bonbon préféré des Français, vous le connaissez ? Chamallow. Non, la fraise tagada. Pour 30% des Français. Eh oui. Allez, on va marquer une petite pause, le temps de manger un bonbon, tiens, pourquoi pas. Dans un instant, c'est l'idée qu'on pourrait leur piquer avec ce soir, je vous le disais, des corbillards écolos. Et oui, ça existe. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Rifanno la Francia. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. Suite d'Ils refont la France et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Chaque semaine, Arthur, vous nous présentez 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait ou pas d'ailleurs décliner ici en France. On commence avec donc un conseil municipal étonnant, c'est au Canada. Des chiens ? Oui, ce sont des chiens, ce sont des aboiements et c'est peut-être ça qu'on entend depuis quelques jours à la mairie de Dawson, dans la province du Yukon. En fait, le 21 octobre, les habitants ont voté lors des élections municipales. Ils ont élu un maire, un humain, mais aussi le conseil municipal canin. Et c'est Gus, un border collie, qui a remporté le scrutin. Il est donc maire lui aussi. Et il est secondé par 4 conseillers municipaux, tous des huskies. Et cela fait sourire, bien sûr. Mais derrière cette élection qui a du chien, il y a une cause... Oh, jolie. Merci. Il y a une cause qui est très très sérieuse. Il s'agissait en fait de lever des fonds destinés à l'association qui gère le refuge pour animaux de la ville. Alors les maîtres des candidats à 4 pattes devaient débourser quelques dollars pour les inscrire et les électeurs ont été encouragés à donner un petit billet en plus du bulletin de vote et donc 4 000 $ ont été récoltés pour cette grande première à Dawson. Deuxième idée qu'on pourrait leur piquer, direction la Suisse. Ouais, vous connaissez les vélos cargo, là, ces gros vélos électriques, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, on en voit un peu partout. Avec une carriole derrière, souvent. Avec une carriole devant plutôt. Oui, exactement, il n'y a pas de souci. Bon, on en voit un peu partout, mais à Berne, donc en Suisse, ces engins ne servent pas qu'à emmener les enfants à l'école ou au transport de marchandises. Ils vous conduisent au cimetière. Et oui, c'est ce que propose Aurora. C'est une entreprise de pompes funèbres bernoise. Ses employés transportent les cercueils avec les défunts dedans, bien sûr, sur la plateforme de ces vélos corbillards, sous le regard des passants. Alors, selon Gian Eyri, le patron, c'est une manière de briser un tabou autour de la mort. D'ailleurs, ces services sont sponsorisés
organisé par la municipalité. Depuis un an, la ville a mis en place plusieurs initiatives pour améliorer l'approche collective autour de la mort. Ah, c'est pas écologique la démarche. D'abord, c'est plutôt philosophique. C'est philosophique et aussi écologiste. Bon, entre nos cargos corbillards et ce conseil municipal de chiens étonnants, vous choisissez quoi autour de la table ? Moi, je trouve que c'est un peu Monty Pythonesque, voilà, de porter, voilà, quelqu'un qui a terminé sa vie. C'est poétique en même temps. Ouais. Joël, oui. Moi, je trouve ça, franchement, moi, je trouve ça très bien. D'ailleurs, comme les cercueils en carton aussi, qui sont écolos. Moi, je trouve que toutes les initiatives, d'abord pour effectivement amadouer, enfin, apprivoiser un petit peu mieux la mort qu'on ne le fait aujourd'hui dans nos sociétés où la mort est tabou. Ouais, moi je vote pour. Thor, pardon. Ouais, on dit au Danemark qu'on est né sur un vélo. Donc on est vraiment le pays des vélos, etc. Donc si on dit qu'on est né sur un vélo, pourquoi pas faire son dernier voyage en vélo ? C'est joli. Alors je garde le conseil municipal avec les chiens, sincèrement, parce que je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le corbillard. Sauf que la mort, c'est pas anodin. Et donc, il faut quand même garder un certain respect. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment sympa les voir ça, traverser des corbillards. Oui, mais dédramatiser. Mais c'est dramatique de toute façon, la mort. D'un tout petit mot, vous savez qu'on change d'heure ce week-end, dans tous vos pays d'ailleurs, on change d'heure. Vous aussi, ça vous fait râler ? Juste d'un mot. Juste, vous savez que nous, on a l'horaire de la France, mais ce que vous ne savez pas, c'est que jusqu'à 1940, on avait l'horaire du Portugal et du Royaume-Uni, mais Franco a décidé qu'il fallait être sur le fuseau horaire de l'Allemagne nazie, et depuis 1940, on a changé. On est sur le fuseau horaire de l'Allemagne nazie, et donc on a la même heure qu'en Varsovie, qui est à 3500 km, et pas du tout la même heure qu'à Lisbonne, qui est à 150 km de notre frontière. Joël, ça vous fait rager cette histoire de... Oui, mais l'histoire de l'heure, moi, je trouve que c'est assez symbolique, en fait, parce que ça a été décidé maintenant il y a 2 ans, je crois, et la majorité des populations européennes sont très, très largement favorables. On est vraiment à des taux extrêmement hauts. Les gens réclament ça, et c'est pas un truc qui coûte quoi que ce soit, puisqu'il faut vraiment simplement le mettre en œuvre. Et l'Europe n'a pas été capable de le faire, et c'est dommage, parce que l'Europe renvoie toujours un peu cette image technocratique, et là, c'était une occasion un peu ratée. Un mot, Thor, mais je suis en train de me faire gronder par la régie parce qu'on est très en retard. Juste pour dire que pour nous, le Danois, il fait noir en tout cas. Donc, et ben voilà, on finira sur ce sourire. Merci infiniment à tous les 4. Et donc, on recule sa montre dans la nuit de samedi à dimanche. Passez une très très belle soirée sur RTL. Dans un instant, RTL Foot. Et puis le rappel de l'actu, bien sûr. Ils refont la France revient vendredi prochain.